À l'ombre vaillant dans vos... Alors après une séance avec Monsieur Laurent pour présenter le contexte et une vision de la mémoire de Glières et pourquoi c'était important de maintenir la mémoire de Glières, après une séance au plateau où on a vu une vision donnée par le conseil départemental de cette histoire, j'ai su et j'ai appris qu'il y avait des débats historiographiques sur la bataille de Glières ou sur les événements de Glières. En effet, j'avais connaissance d'un livre écrit par l'historien Claude Barbier qui s'appelle Le Maquis de Glières, un livre qui est sorti au début des années 2010 et un livre qui a fait un grand débat, livre qui tombe totalement dans la critique de ce que Henri Rousseau peut appeler le résistentialisme, c'est-à-dire la glorification des actes de résistance après-guerre, notamment par les associations d'anciens combattants. Et ce livre montre notamment que, au travers de l'association des résistants de Glières, il y a une historisation des faits, donc c'est-à-dire une mise en histoire des faits par des livres, qui est en fait liée à la mémoire et qui est une vision, on va dire, des vainqueurs. Et ça pose un certain nombre de problèmes, et surtout, pour M. Barbier, ça amène à dire un certain nombre d'erreurs. Alors vous y pensez bien que ce livre crée un débat assez violent. Moi je ne vais pas prendre position dans ce débat, je suis prof d'histoire. Là je vous résume très rapidement la controverse, dans la conférence vous allez en voir beaucoup plus. Mais ce débat, il pose un intérêt sur comment on fait de l'histoire. Et donc j'ai proposé à M. Barbier de venir nous exposer qu'est-ce qu'il a cherché et ce qu'il a trouvé. Pour essayer de voir comment l'historien travaille et quelles sont ses conclusions. Mon idée, c'est pas de prendre parti entre M. Barbier ou les associations de résistants. Chacun a sa vision des choses et peut la perpétuer. Il faut savoir que si vous allez sur Internet, vous avez notamment le fils de Pierre Gaulier qui a fait une réponse au livre de M. Barbier sur point par point et qui lui fait aussi un certain nombre de critiques. Mais là, dans cette vidéoconférence, on va pouvoir voir donc, la vision de Claude Barbier, que je remercie vraiment sincèrement d'être venu au lycée des Glières voir mes élèves, pour en savoir un peu plus sur l'histoire de Glières. Je vous souhaite une bonne vidéo, et je conclurai à la fin de la vidéo sur cette séquence pédagogique. Merci, bonne conférence. Donc M. Barbier va présenter son histoire personnelle, mais son parcours par le 27e BCA, que vous connaissez déjà, Bataillon de chasseurs alpins, qui l'a conduit à être un historien. Je l'invite aujourd'hui parce qu'il a écrit un bouquin qui est sorti en 2004, qui est la synthèse de sa thèse, qui s'appelle Le Maquis de Glières, en 2011 le bouquin, la thèse 2014 le bouquin, ouais, et la thèse 2011. Une thèse qui a été soutenue à la Sorbonne avec félicitations du jury, et ce livre, Le Maquis de Glières, a créé une polémique. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il remet en cause notamment, M. Barbier, ici présent, la notion de bataille de Glières, et il montre des contradictions dans le discours tenu par les institutions, mais aussi les associations de résistants. Donc cela apporte de la notoriété, les Glières qui s'y frottent si pique. La notoriété aussi, vous êtes au lycée des Glières, qui a ce nom lié au plateau, parce que la mémoire des Glières, elle a eu un effet important, dont M. Barbier en est l'illustration avec le succès qu'a eu son livre. Si vous tapez le livre, vous avez plein d'articles dans toute la presse française sur ce livre. Et Suisse notamment, vous avez grand pub en Suisse. Donc voilà, merci Monsieur Barbier d'être venu, donc je vous laisse... Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, donc je suis très content d'être ici parmi vous. Alors sachez que je suis un ancien élève du lycée des Glières. J'ai été lycéen entre 1981 et 1983. Je faisais une première et une terminale B à l'époque, maintenant c'est devenu SES, sciences économiques et sociales. Alors je vais commencer par un petit mot. Il y en a forcément un ou une, peut-être plus un qu'une, qui est le dernier de la classe. Voilà. Ben, je me suis retrouvé dans cette situation en 1983, donc j'étais le dernier de la classe. Ça arrive, il en faut un. Alors non pas que je n'aimais pas mes études, j'étais pas très motivé, je ne travaillais pas beaucoup. Et puis j'ai une chance inouïe, juste après les épreuves de gymnastique, je me suis cassé la jambe. Donc j'avais qu'une chose à faire, c'était réviser. Et j'ai fait que cela, je n'ai fait que réviser pendant 2 ou 3 semaines. J'ai repris tout ce que j'avais laissé tomber en première et terminale et j'ai bossé. Et j'ai été au baccalauréat et j'ai obtenu une mention
mention assez bien. Alors à l'époque, j'étais moins généreux qu'aujourd'hui, puisque sur les 36, parce qu'on était des classes de 36, oui, sur les 36, il n'y a eu que 6 mentions, j'étais un des 6. Cette mention m'a permis d'entrer à Sciences Po à Grenoble. Et puis, après ma première année à Sciences Po, il se trouve que par des hasards, enfin, pas vraiment des hasards, c'est que la loi suisse a changé, ma maman est suisse, et j'ai acquis, parce que la loi a évolué, la nationalité suisse. Donc voilà donc binational. Et tout de suite l'idée, mais tiens, j'ai envie de découvrir ce pays dont je viens d'acquérir la nationalité. Et je me suis inscrit à Sciences Po, en licence de sciences politiques, à l'université de Genève. Donc je faisais les 2 parcours, et pas mal de kilomètres entre Genève et Grenoble. J'ai obtenu mon diplôme de Sciences Po en 1986, voilà. Et tout de suite, je m'inscrivais en maîtrise d'histoire à Chambéry. Et en 1987, je terminais mes études, enfin une tranche de mes études, donc 3 diplômes universitaires en 4 ans. J'avais marné, j'avais trouvé mon rythme. Alors, au dernier ou à la dernière, je vous dis, boss, tu y arriveras. Voilà. Bon. Maintenant, je voudrais vous dire aussi une chose sur l'histoire. L'histoire, ce n'est pas une science exacte, c'est un récit sur le passé. Hein. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est un récit, c'est-à-dire que nous ne sommes que des humains, et c'est à l'aune des moyens que l'on a, au travers de la lecture, de l'écriture, qu'on arrive à restituer, au moins mal que l'on peut, les événements du passé. Pour ce faire, on utilise donc des archives. Mais les archives, on a connaissance d'un certain nombre d'entre elles, on n'a pas connaissance de tout, parce qu'il peut y avoir dans des lieux complètement improbables des archives que vous n'avez pas consultées. Vous avez aussi, du fait de la loi, des restrictions qui sont faites à l'utilisation des archives. Donc on vous dit, eh bien, telle archive sera utilisable à partir de 30 ans, 50, 100 ans. Et donc vous devez attendre ces étapes pour pouvoir les consulter. Ce qui fait que donc l'histoire est un récit qui évolue. Hein, puisque vous avez des archives, entre guillemets, nouvelles, qui sont données à la connaissance, eh bien, l'historien, honnête, va dans les archives et va utiliser les nouveaux matériaux qui sont mis à sa disposition. De fait, l'histoire, elle est constamment en mouvement, elle est toujours révisée. Alors, si vous tapez Claude Barbier, vous tapez également le mot révisionniste, vous allez voir Claude Barbier révisionniste. Bon. Ben oui, d'une certaine manière, oui, je suis un révisionniste dans le sens où l'histoire, elle est en perpétuelle révision. Le problème, c'est que le mot révisionniste est accolé à des gens qui, eux, nient un certain nombre de faits, notamment pour ce qui concerne la Shoah, donc la destruction des Juifs d'Europe. Je ne suis pas de cette catégorie-là, hein, parce que, en fait, ces gens sont d'ailleurs plus des négationnistes, ils nient la portée des faits. Mais vous avez des négationnistes, y compris dans ceux qui défendent le discours de la résistance, qui sont dans la négation d'un certain nombre de faits qui ont eu lieu. Donc, vous voyez la difficulté, justement, le problème de l'historien, c'est qu'il doit utiliser des mots. Et à la différence des sciences exactes, je pense, vous avez la physique, vous avez les mathématiques, et là, vous avez employé des symboles. Un symbole veut toujours dire la même chose, quelle que soit la langue dans laquelle on est amené à s'exprimer. Ce n'est pas le cas de l'historien, il doit utiliser la langue de tous les jours, qui est aussi une langue pour faire des poèmes. Voilà. Donc, vous voyez bien la difficulté du travail de l'historien, et un récit historique, c'est toujours un récit en mouvement. Alors justement, donc, je vous ai parlé de ma séquence universitaire rapidement, et il se trouve qu'après mes études universitaires, pour les jeunes hommes de ma génération, on est amené à faire notre service militaire. À l'époque, c'était une année, je crois que maintenant, vous êtes plus qu'une journée citoyenne. Hein, voilà, bon, il me semble que c'est pas toujours très marrant, en plus, c'est plutôt bête, mais enfin, c'est comme ça, il faut la faire. Nous, c'était 1 an. Donc, ça se déroule ainsi. Alors, tout d'abord, moi, j'ai été affecté au 27e bataillon de chasseurs alpins. C'est une chance, c'était pas trop loin, parce que les jeunes hommes de ma génération, certains d'entre eux étaient amenés à aller en Allemagne. Et là, c'était la galère. Non pas qu'ils aillent en Allemagne, mais le fait qu'ils aient d'énormes déplacements pour pouvoir rentrer chez eux, et ça ne se faisait pas chaque week-end. Donc, je fais mon service militaire à Annecy, 27e bataillon de chasseurs alpins. Et on commence par ce qu'on appelait à l'époque les classes, c'est-à-dire l'école du soldat. On apprend à marcher au pas, à tirer, enfin des choses très passionnantes. Cela dit, pour moi, c'est une expérience vraiment enrichissante. C'était une espèce d'anthropologie appliquée où je voyais
des Français qui provenaient de toute la France, il n'y a pas que des Savoyards. J'ai vu même des gens illettrés, je n'avais jamais vu avant. J'ai pu côtoyer ces personnes, donc voilà, c'est un monde en soi. Au bout de 2 mois de classe, je me suis retrouvé affecté à l'armurerie du bataillon, où j'étais en fait, alors on dit armurier, mais c'est pas vrai, on ne touche pas les armes, on est des magasiniers, où en fait on est amené à gérer un stock d'armes. Donc c'était 3 jours d'affilée dans l'armurerie. Au bout de 3 semaines de ce régime-là, j'étais en pleine déprime. J'ai écrit le colonel du bataillon, le colonel Bachelet, ça nous reviendra peut-être dans l'exposé, et je lui ai écrit en disant « Mon colonel, je souhaiterais pour le temps de mon service militaire entreprendre une recherche historique. » Alors il est vrai qu'à l'époque, en 1987, donc j'avais mes 3 diplômes, j'avais déjà publié, j'avais déjà fait une monographie de mon village, d'autres petites publications. Et à ma grande surprise, le colonel Bachelet me convoque dans son bureau et me dit « Vous allez travailler sur Glières. » Et du jour au lendemain, j'ai laissé tomber le treillis, je me suis retrouvé en civil. Et donc là, j'étais amené, bien évidemment, à consulter ce qui existait sur le sujet de Glières. Alors en réalité, il existait bien peu de choses. Il existait ce livre, alors, paru en 1946, Glières, première bataille de la résistance. C'est le livre de l'association des rescapés de Glières, rédigé par un certain nombre de... Enfin, il y a 3 co-auteurs. Et ce livre a été rédigé pour l'essentiel, semble-t-il, ou c'est ce qui a été dit sur la base des témoignages recueillis auprès des maquisards présents à Glières. Je rencontrais également toute une série de témoins, mais dont on me communiquait le nom. Les témoins étaient encore relativement jeunes. Bon, pour vous, ils sembleraient très très vieux, mais enfin, vous aviez des gens qui étaient nés en 1920, 1987, ils avaient autour de 67 ans, 70 ans. Voilà, donc c'est des gens encore dans la force, d'une certaine manière dans la force de l'âge, capables d'écrire ce qu'ils avaient vécu. Cela dit, la difficulté, c'est qu'on me disait qui je devais, je restais malgré tout à l'armée, on me disait qui je devais aller voir. Pendant mon service militaire, consacré à Glières, j'ai eu une chance inouïe. Et si vous avez peut-être vos parents ou des oncles ou Dieu sait quoi, grands-parents qui ont fait service militaire, ils vous diraient que j'ai eu une chance inouïe. Effectivement, oui, j'ai eu une chance inouïe, c'est de pouvoir sortir de France. Dans le cadre de mon service militaire, j'ai été amené à me rendre à Cambridge, consulter des documents anglais sur justement les événements de Glières, en tout cas sur les archives anglaises en lien avec ces événements. Et j'ai également été à Vincennes, où se trouve le service historique de la défense, qui à l'époque s'appelait le CHAT, service historique de l'armée de terre. Voilà. Dans ces archives militaires, j'ai la chance de tomber sur un document qui n'avait jamais été exploité jusque-là. M. Garnier au boulot. Voilà, je découvre ce document à droite. Donc, c'est un cahier de compagnie, cahier d'une compagnie allemande intervenue à Glières. Alors, ça se présente sous la forme de page A4 avec un texte tapé à la machine. Et vous avez la description d'un certain nombre d'actes qui ont été réalisés par les Allemands lors de ces événements de Glières. Parce que, justement, l'historien, il ne peut pas se contenter d'une source unique. Et le problème de l'ouvrage qui avait été réalisé en 1946, c'est qu'il n'était constitué que d'une seule source, très peu d'archives aussi, essentiellement les témoignages des rescapés. Et on n'avait pas le point de vue de la partie adverse des Allemands. Donc, imaginez-vous maintenant faire les guerres napoléoniennes sans connaître le point de vue des Anglais, des Autrichiens, et n'avoir que le point de vue français. Ça sera complètement insensé. Alors voilà, bon, ma logique d'historien, c'est de dire, est-ce qu'il y a d'autres sources que les sources issues de la résistance? Et oui, j'en trouve une. C'est vraisemblablement une des toutes premières sources qui a été trouvée et exploitée, et que j'ai pu exploiter. Voilà. Le problème de cette source, il est double. Déjà, elle est écrite en français. Les Allemands n'écrivaient pas en français. C'est donc une traduction d'un document allemand. Le problème, c'est que le document allemand, il n'était pas joint à cette archive française. Premier problème. Deuxième problème, ce que dit cette archive contredisait, mais complètement, enfin en tout cas, j'imaginais que ce que j'allais en faire contredisait complètement le discours sur Glières.
Voilà. Donc là, vous avez le 25 mars. Donc vous savez que la bataille de Glières, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, en tout cas les résistants l'appelaient ainsi, la bataille de Glières a eu lieu le 26 mars 1944. Et que donc, ce qui a lieu avant, eh bien, ce sont les préparatifs. Ce qui a lieu après, ce sont des comptes rendus. Vous avez là donc un certain nombre d'éléments de cette compagnie allemande. Une compagnie, c'est grosso modo 150 personnes, 150 soldats qui sont commandés par un capitaine. Et donc là, ce sont a priori les mots du capitaine. Voilà. Donc on voit, cette compagnie n'était pas en Haute-Savoie, elle doit être transportée de Chambéry à Saint-Pierre en Faucigny. Elle s'arrête toutefois à La Roche-sur-Foron, où son commandant lui donna l'ordre de se rendre à Termine. Termine, c'est un hameau du Petit Bornand, en passant par Saint-Pierre. En ce lieu, le détachement précurseur avait préparé un cantonnement, etc. Le 25 mars, on vous explique le déroulement. Donc on vous dit nettoyage d'armes et du matériel, etc. On prépare l'attaque. Problème, c'est qu'on passe du 25 mars au 27 mars. Et je me dis, mais, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils foutent le 26 ? Il n'y a rien. Le jour de l'attaque, cette compagnie allemande, semble-t-il, ne fait rien. Donc pour moi, il y avait un problème. Autre élément, le 27 mars, je lis, nouvel examen de l'opération par le commandant de compagnie. Au cours de la réunion, parvient subitement à 11h20 l'ordre d'attaquer à 12h. L'ennemi était en train de se replier et l'attaque devait avoir lieu le plus rapidement possible. Mais je me dis, mais c'est quoi ce bazar ? On nous dit que l'attaque a lieu le 26 mars, donc c'est tout le récit des résistants, et cette compagnie allemande passe à l'attaque le 27. Alors, on peut se dire, c'est un point de détail sur une bataille qui dure des jours et des jours. Oui, mais sur une bataille qui dure un jour, on vous dit que la bataille n'a pas lieu le jour où tout le récit historique mentionne cette date. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, alors, et puis, donc, il manquait bien évidemment ce rapport sur le 26. Voilà, le jour de l'attaque, il ne se passe rien. Étrange. Je rends compte de ma trouvaille au colonel Bachelet, et je lui dis, mon colonel, il semblerait que les événements de Glières ne soient pas tout à fait conformes à ce que, en tant qu'historien honnête, je parviens à reconstituer. Voilà. Je continue à lire, à rencontrer du monde, mais toujours avec cette interrogation, hein, mais qu'est-ce qui s'est foutu vraiment à Glières pour que les discours français et allemands soient si divergents. Je termine mon service militaire en juillet 1988 et, bon, ça c'est ma personnalité, je prends l'engagement moral auprès du colonel Bachelet pour le remercier d'avoir eu un service militaire mais vraiment exceptionnel. J'ai fait ce que j'ai voulu en civil, j'étais l'essentiel chez moi lorsque je n'étais pas en train dans les archives ou à rencontrer les témoins. Je prends l'engagement moral d'aller jusqu'au bout de ma recherche. Donc pour cela, il m'aura fallu 24 ans. Bon. Donc comment on compte 1987, 88, c'était 12 ans, 23 ans. Donc je termine mon service militaire, je continue mes recherches, même si c'est un petit peu vasouillard. Après, ma foi, c'est la vie. Je trouve un travail, je me fais élire conseiller municipal dans mon bled, je fonde une famille, je m'éloigne gentiment de Glières. Arrive l'année 2000, et là il m'arrive quelque chose d'exceptionnel. Je suis foutu à la porte de la boîte où j'étais, et il se trouve, vous avez ce qu'on appelle la circulaire Jospin, qui vient ouvrir les archives de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors là, profitant du temps que j'avais, un peu de temps, un peu plus de temps, profitant de l'ouverture des archives, alors là, ce sont des tombereaux de documents qui me tombent dessus et qui viennent gentiment, progressivement, conforter mon idée que Glières n'a pas été la bataille prétendue telle qu'elle a été magnifiée dans la littérature. Je tombe cette fois, non plus à Vincennes, mais aux archives nationales. Je tombe sur un microfilm, cette fois en allemand, et je retrouve ce fameux carnet de la compagnie allemande intervenue à Glières. Et voilà, donc vous avez ce qui est dit ici, vous le retrouvez là, ce qui est dit ici, vous le retrouvez là, et puis ce qui manque, les 3 livres, 26 mars, elles sont là. Que se passe-t-il le 26 mars ?
tout simplement, la compagnie allemande prend ses positions. Voilà. Elle n'attaque pas. Il n'y a pas, au sens allemand, d'attaque à Glières commis par les Allemands. Oui, il y a un certain nombre de choses. Il y a des préparations d'artillerie. Parce que les maquisards appellent des bombardements, ce sont en fait, oui, ça bombarde, mais ce sont des tirs de calage. Ce sont des tirs de calage préalables à l'opération, à l'attaque du plateau par les Allemands. Donc, je ne veux pas vous faire de la théorie militaire, c'est pas mon truc. C'est qu'avant d'attaquer, eh bien, vous avez une préparation d'artillerie où on vient essayer de détruire l'essentiel du dispositif adverse. Par le bruit, par les destructions, l'objectif de l'assaillant, c'est de créer la peur, de créer des pertes chez l'adversaire, de manière à pouvoir attaquer avec un peu plus de tranquillité. Donc vous avez ces tirs de calage, mais je dis bien, c'est en prévision de l'attaque. Donc en fait, je retrouvais au travers de l'archive allemande la confirmation de mes intuitions de la fin des années 80. Donc je continue à chercher, à gratter et autres, là en parallèle d'une vie professionnelle plutôt bien remplie. Je suis invité, donc M. Garnier l'a dit, je m'occupe d'une société d'histoire. J'ai été sollicité pour devenir membre d'une autre société, l'Académie de Savoie, à Chambéry. J'ai été sollicité pour en devenir membre, et pour le prix de cette adhésion, je devais faire une conférence. Là, on est en 2006. Je suis invité à faire une conférence devant un cénacle de personnes, et je fais mon exposé sur Glières. Et j'ai dit, voilà ce que je trouve, voilà mes conclusions. Alors dans la salle, il y avait passablement de personnes, dont une, M. Gaulier, sénateur de son État, originaire de Thônes, ancien maire de Thônes, ancien conseiller général, etc. Et puis fondateur de l'association des Glières qui venait succéder à l'association des rescapés de Glières. Alors M. Gaulier, à la fin de mon exposé, il fait oui, l'exposé de M. Barbier est très intéressant, effectivement, il y a beaucoup de recherches, voilà. Mais M. Barbier s'est trompé là-dessus, ici et là, et encore ici, et encore là, et là-bas. Et là, je me dis, non, il n'y connaît rien, il ne sait pas de quoi il parle, il a beau être sénateur, il a beau être président d'une association mémorielle, il n'a pas fait le boulot d'historien que j'ai fait. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il y en a marre, pour parler savoyard, quand il est bon, il est preux, quand c'est bon, c'est assez, je vais faire une thèse. Voilà. Alors, mon idée, vous voyez, donc je ne suis pas universitaire de profession, mais la thèse était un moyen pour moi de marquer mon territoire. Donc je décide de m'inscrire en thèse. Bien évidemment, Chambéry c'était trop proche de la Haute-Savoie, Lyon c'était encore trop proche. Si j'aurais pu faire ma thèse sur Mars, je l'aurais fait sur Mars. Bon, mais je ne parle pas le martien. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille à un endroit que je déteste, je vais à Paris. Et là, je suis rentré en relation avec l'historien Jean-Pierre Azéma, qui était l'historien le plus connu. Et je l'ai rencontré lors d'une soutenance de thèse avec deux personnes décédées, des gens prestigieux, Stéphane Hessel, ainsi que Daniel Cordier. Daniel Cordier était le secrétaire de Jean Moulin. Et j'ai pu m'entretenir avec lui, c'est un grand moment de mon existence. Je rencontre dans cette soutenance Jean-Pierre Azéma, je lui explique, voilà, j'ai fait tout ce travail sur Glières, et il me dit, puisque j'étais quelques jours à Paris pour mes recherches, repassez demain, on discutera de tout ça. Azéma, convaincu de mon travail, de la solidité de ce que j'énonçais, me dit, je vous prends comme thésard. Quelques semaines passent, il me rappelle, il me dit, je ne vais pas pouvoir vous prendre comme thésard parce que je pars à la retraite prochainement, et mes collègues, mes confrères, sont un peu jaloux que je puisse prendre un thésard comme ça à la retraite, donc ça ne fera pas. Je vous conseille en revanche deux de mes élèves. L'un s'appelle Olivier Viviorca, donc c'est un nom qui maintenant on voit régulièrement à la télévision, aux émissions de radio, c'est la personne qui maîtrise le mieux le sujet de la Deuxième Guerre mondiale. L'autre, c'est Laurent Douzou. Alors, Viviorca et Douzou se détestent, pour passer comme ça. Douzou est à Lyon. Et moi, j'ai dit, sans connaître les personnages, je me dis non, Lyon c'est exclu, c'est trop proche de la Haute-Savoie, on fait avec Viviorca à la Sorbonne. Viviorca, on se téléphone, et au bout de 5 minutes, je lui explique le truc. Viviorca part dans un éclat de rire, et il me fait encore un mythe qui s'effondre. Me voilà donc avec Olivier Viviorca comme directeur de thèse, inscrit à la Sorbonne. Et là, c'est un autre périple qui commence. Voilà. Ok, donc merci pour votre parcours. Alors les élèves, est-ce que vous avez des questions sur ce parcours? Moi j'en ai, mais est-ce que vous avez des questions sur ce parcours?
je ne l'ai pas. Alors, vous avez dit que vous étiez suisse. Est-ce que ça vous a posé des problèmes ou des facilités dans ce parcours? Alors, c'est pas le fait d'être suisse qui m'a posé... non. En fait, c'est bien une histoire de savoyard. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'histoire depuis très longtemps. Et puis, vous savez, on habite dans une région, la Savoie, qui est française depuis 1860. Et en fait, je ne me suis jamais contenté du discours français vis-à-vis de la Savoie, qui, en quelque sorte, vient nier la spécificité de ce territoire. Donc j'ai toujours été critique sur l'histoire telle qu'elle était enseignée, y compris au collège ou au lycée. Elle est où la place de la Savoie, elle est où la place de mon pays? Voilà. Le fait d'étudier en Suisse, de devenir suisse, hein, mais c'est pas ma nationalité, bon, c'est mon permis de travail, comme certains d'entre vous, un jour ou l'autre, travailleront en Suisse. Le fait d'étudier à Genève m'a en quelque sorte, excusez-moi l'expression, mais défranchouillardisé. C'est-à-dire m'a amené à voir autre chose. Genève, vous savez, c'est grand comme le dessus du petit doigt, c'est tout petit. Et forcément, pour que la Suisse trouve sa place, elle doit regarder à l'extérieur. Et en fait, tout ce qui m'avait été enlevé pendant mes études de Sciences Po à Grenoble, des études très françaises, très orientées vers l'administration française, en fait, en allant à Genève, je trouvais quelque chose de beaucoup plus mondialisé, beaucoup plus ouvert aux autres. Donc, si vous voulez, il y avait toujours un aller-retour que je faisais entre ce que j'étudiais à Grenoble et ce que je pouvais apprendre du côté suisse de la frontière. Donc c'est plutôt la notion de décalage qui m'a conforté dans mon idée. Il y a une histoire différente à Glières, une histoire qui n'est pas française, qui n'est pas patriotique, qui n'est pas bleu-blanc-rouge, etc., qui m'a amené justement à envisager différemment ce récit historique de Glières. Alors j'ai une autre question par rapport à l'armée. Donc c'est le ministère de la Défense qui a édité votre livre. Coédité, oui. C'est le 20e BCA qui vous a soutenu dans vos premières recherches. Oui. Et alors, disons que l'institution militaire vous a quand même relativement soutenu dans cette démarche. Vu de l'extérieur, ça paraît totalement paradoxal, vu que cette institution militaire, elle n'a pas tellement intérêt, vu que cette mémoire est plutôt à sa gloire. Comment se fait-ce qu'elle vous ait soutenu? Alors en fait, les militaires, les professionnels de la chose guerrière, en ont assez de ces fanfarons qui, avec une mitraillette, les Sten que vous avez pu voir au plateau de Glières, tuent 12 Allemands. Ils en ont assez de ces récits. Donc pour eux, l'histoire militaire, ça va au-delà des fanfaronnades de personnes qui, peut-être de bonne foi, s'estiment être des héros. Donc en fait, il y a une volonté critique derrière l'armée. Voilà. Et en fait, ceux qui ont, parce que l'armée, il y a comme des personnes au sein du ministère de la Défense qui ont lu mon bouquin, ma thèse, mon projet de bouquin, et qui ont constaté que jamais je ne remettais en cause l'engagement de ces gamins. Hein, ils avaient un peu plus âgés que vous, ils avaient 20 ans, 22 ans, lorsqu'ils ont été se faire tuer à Glières. Donc jamais je ne remets en cause leur engagement, leur combat pour la liberté, parce que oui, vivre libre ou mourir, c'est pas une fanfaronnade, c'est sérieux. D'ailleurs, le cimetière de Morette témoigne de leur sacrifice. Donc jamais je n'ai remis en cause cet engagement, leur patriotisme. Donc il n'y avait pas de hiatus entre le ministère de la Défense et mon travail. Le hiatus, il y a entre les tenants de la mémoire, des militaires en retraite ou l'association des rescapés. Il faut bien faire la distinction entre les anciens maquisards que j'ai pu rencontrer et les responsables de l'association qui est censée les représenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Parce que moi j'ai plus de questions. Nathan. Pourquoi est-ce que vous dites que c'était trop près pour votre thèse? Je voulais, alors peut-être que je me trompais, mais l'idée c'était d'éviter des pressions. Vous savez, le monde est tout petit, Savoie, Haute-Savoie, c'est très très proche. Je craignais que des gens comme ce monsieur Gaulier puissent tout d'un coup, par coup de coude, par subvention, de projets, etc., venir faire pression sur mon travail. Voilà, c'est ça. Je voulais la liberté. Et alors, j'ai bien fait parce que justement, on n'est pas publié comme ça par le ministère de la Défense ou par Perrin. Perrin est un excellent éditeur. Alors après, c'est les réseaux. La vie est faite ainsi, j'y peux rien. C'est que Viviorca est directeur de collection chez Perrin. C'est ce qui fait que j'ai pu être édité par cette excellente maison d'édition de Meurant. Voilà. Ok. Celui-là qui fait le réflexe, je sais pas si ça va être une C'est involontaire. Ok, merci. Bon, alors, du coup, je la poserai, mais du coup, paradoxalement, vous êtes allé auprès d'Olivier Viviorca,
sa mère d'abord, c'est sa mère ou sa femme Annette Villorca qui ont Sa sœur. sa sœur, voilà, qui ont remis en avant dans l'historiographie française toute cette notion de mythe résistentiel, qu'on remet en cause de mythe résistentialiste, etc. Vous allez aussi dans une école qui avait une certaine forme de pensée, de vision historiographique qui était aussi allant dans ce que vous vouliez montrer, non? Alors justement, oui, si vous voulez, vous avez, il faut le voir, la France est un pays très politisé, très idéologisé, voilà. Et il y a une récupération politique, institutionnelle de la résistance par les hommes et femmes politiques. Vous avez ce discours du général de Gaulle, enfin ce discours, pas au sens de speech qu'il fait, mais ce récit qu'il fait de la France pendant la guerre. Il parle d'une France en résistance. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu très peu de résistance. Si on s'en prend au nombre de dossiers de résistants conservés à Vincennes, il y en a 600 000. Pour 40 millions d'habitants à l'époque, ça veut dire 1,5%. Et sur les 1,5% de résistants en France, vous en avez une grande majorité qui s'inscrivent à la résistance, on peut employer ce mot-là, à partir d'août 1944, donc après le débarquement. Donc la résistance était l'œuvre d'une infime minorité. Cela dit, pour rassembler tout le monde, le général de Gaulle fait croire, et le récit est adopté par une grande unanimité, enfin par l'unanimité même, fait croire que les Français ont été des résistants. Et en fait, c'est là où il y a un lien, alors c'est un peu compliqué, mais il y a un lien quand même entre le politique et puis l'histoire, notamment institutionnelle, au travers des universités, et puis les anciens témoins qui sont devenus eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, des professeurs à l'université ou dans les lycées et autres. Vous avez tout un discours éminemment favorable à la résistance et qui fait l'impasse sur la réalité de ce qu'a été la France entre 1940 et 1944. Voilà. Donc il y a une récupération, alors en plus vous avez ces espèces de conflits, enfin ce sont des conflits politiques sérieux, entre les deux partis de la résistance, que sont le Parti communiste et le parti du général de Gaulle. Et vous avez une espèce de surenchère à celui qui a le plus et le mieux résisté. Et en fait, ce récit vient en quelque sorte polluer tout débat éclairé sur cette période. Et pour finir de polluer le tout, vous avez aussi, alors cette fois ceux qui ont été appelés révisionnistes, ce discours d'extrême droite, favorable au régime de Vichy, où alors là, on vient nier la portée des faits. Donc dans cette espèce de bazar, les historiens ont eu de la peine, les historiens qui travaillent sur archives, hein, pas ceux qui se contentent de réciter un récit, eh bien, les historiens ont eu de la peine à se faire entendre. Et c'est progressivement, au fur et à mesure que les archives s'ouvrent, que, ma foi, on arrive à découvrir ce qui s'est passé. Alors que Annette Villorca, le nom est intéressant, parce que Annette Villorca, qu'est-ce qu'elle est? Elle est issue d'une famille juive, réfugiée en partie en Suisse, et dont un certain nombre de membres ont été exterminés, donc Olivier et son frère. Donc en fait, c'est vrai aussi qu'ils ont une possibilité, une liberté, ou peut-être même une certaine légitimité, à pouvoir parler de la période en disant « Nous, on est issus de gens qui ont souffert pendant la guerre, nous sommes juifs, nous avons une certaine légitimité à pouvoir en parler avec une certaine neutralité. » C'est mal foutu comme discours, c'est vrai, c'est complètement débile, en faisant le lien entre une religion et puis un discours historique. Mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut pour arriver à se faire entendre, il faut des arguments qui ne sont pas toujours ceux qui sont de la plus grande objectivité, qui sont en lien avec une certaine science en devenir. Voilà. Ok, merci pour votre réponse très complète. Alors maintenant, on va passer du coup au point 2 de la démarche, qui était de montrer du coup ce que vous avez trouvé, l'écart entre le discours résistentialiste et les faits relevés. Donc vous avez du coup abordé la notion résistentialiste, on va pas revenir, mais maintenant on va parler de la bataille des Glières. Donc vous préférez parler de crimes de guerre, donc là, vous allez nous expliquer quoi. Donc, dans ce que vous avez pu voir à Glières, on met l'accent sur la bataille, sur un combat qui a opposé, donc, alors c'est le discours, hein, qui a opposé une division allemande contre 465 hommes rassemblés à Glières. On vous dit aussi que les hommes sont montés à Glières pour récupérer des parachutages. Donc vous avez tout un discours, donc je vous passe, parce que vous le connaissez autant que moi, maintenant vous y êtes allé. Et cet ouvrage-là, bon, que vous avez peut-être vu également en vente, qui n'est jamais que celui-ci, hein, en renouvelé, vous
vous donne tous les éléments qui vont dans ce sens-là. Et justement, dans mon travail, moi j'étais amené, alors pas par réaction, parce que j'entendais quelque chose et je vais dire le contraire, non, pas du tout, à étayer, ou au contraire, à, comment dire, l'inverse d'étayer, enfin à démolir, ou en quelque sorte, un certain nombre de choses qui étaient racontées sur Glières. Alors en fait, ce qu'on appelle bataille de Glières. Alors je vous fais très très rapidement 1 an et demi d'histoire de cette période, voilà. Février 1943, instauration du service du travail obligatoire. Tous les jeunes gens de plus de 20 ans jusqu'à 25 ans, enfin même jusqu'à 40, je crois, enfin j'en doute, doivent aller travailler en Allemagne. Refus de la plupart des jeunes hommes de se rendre en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de lieu où aller, ils viennent en Haute-Savoie. Il y a eu une opération de presse organisée par la presse suisse, du journal de la Tribune de Genève, du Journal de Genève, annonce que dans les montagnes de Haute-Savoie, il y a possibilité de se réfugier, d'être alimenté et d'être encadré par des officiers. Tout ça, c'est du flanc. Mais ça crée une émulation dans tout le pays et vous avez des milliers de personnes, de jeunes gens, qui viennent se réfugier dans les Alpes de Haute-Savoie. Le maquis se crée ainsi et vous avez donc, vous avez quand même, parce que cet afflux de jeunes gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus, qui ne savent pas où bouffer, qui ne savent pas où crècher, dormir, ça crée une insécurité en Haute-Savoie. Et vous avez les forces de l'ordre qui, loin de les attaquer, sont plus ou moins solidaires de ce phénomène, parce que dans les gendarmes, dans les policiers, vous avez des gens qui sont favorables au général de Gaulle, vous avez des gens qui ne comprennent pas que les gamins doivent aller en Allemagne, et qui, en conscience en tout cas, soutiennent ce mouvement. Cette insécurité, le gouvernement de Vichy en a conscience. Les Allemands qui occupent la Haute-Savoie à partir de septembre 1943 en ont conscience, et ils font pression sur le gouvernement de Vichy pour que cesse ce phénomène que les Allemands définissent par le mot bande. Ils veulent que les bandes soient exterminées. Le gouvernement de Vichy tergiverse, néanmoins, en janvier 1944, alors que des extrémistes rentrent dans le gouvernement de Vichy, je pense à Joseph Darnan, chef de la milice, les extrémistes, avec le soutien des Allemands, arrivent à mener des opérations de police en Haute-Savoie. Vous avez 3000 policiers qui débarquent en Haute-Savoie pour s'en prendre à 1500 maquisards. Les militaires qui sont à la tête de l'armée secrète de Haute-Savoie décident de concentrer les effectifs maquisards qui étaient jusqu'alors disséminés dans des chalets. Parce qu'un chalet, où c'était un succès évident pour les policiers, mais dès lors que vous avez plusieurs centaines d'hommes concentrés en un lieu, alors là la tactique change et les policiers français sont absolument démunis pour s'en prendre à ces regroupements, à ces plusieurs centaines de maquisards regroupés à Glières. Pourquoi Glières? Glières, c'est une vaste étendue où vous avez un nombre impressionnant de chalets d'alpage. Vous en avez à peu près entre 70 et 150. Vous n'en avez plus beaucoup maintenant parce qu'ils ont tous été détruits en 1944 par les Allemands. Donc les hommes montent à Glières à partir du 31 janvier 1944, justement pour faire pièce aux attaques du gouvernement de Vichy et aux forces de l'ordre. Sauf que les forces de l'ordre de Vichysoise à Glières, présentes autour du plateau, au Petit Bornand, à Thônes et autres, ne sont pas très motivés pour attaquer les maquisards. Les Allemands font un ultimatum, ils disent au 10 mars, si vous n'êtes pas intervenus, vous, forces de l'ordre françaises, nous interviendrons. Et c'est donc comme ça que se met progressivement l'idée du côté allemand d'une attaque du plateau de Glières. Les forces françaises sont retirées, les Allemands prennent la place, et c'est là les préparatifs pour cette attaque de Glières. Voilà donc moi ce que j'arrive à reconstituer. Alors le discours de l'association, c'est de dire les hommes montent à Glières pour recevoir des armes. Et en fait, c'est là où, de nouveau, je montre que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pourquoi? La décision d'armer la résistance, prise par Winston Churchill, date, et retenez bien les dates, date du 27 janvier 1944. Et je vous ai dit que les maquisards montaient sur le plateau de Glières le 31 janvier 1944. Alors, excusez-moi, Winston Churchill n'avait pas un téléphone portable, il n'a pas envoyé un SMS à Tom Morel pour dire « Hey, fais monter tes gamins là-haut, moi je parachute à compter de fin janvier ». En fait, c'est tout à fait autre chose qui se passe. C'est parce qu'il y a des hommes à Glières, la concentration
pour des mesures de protection. Les hommes se protègent des attaques de Vichy. Donc je reprends. C'est parce qu'il y a des hommes présents à Glières qu'il y aura des parachutages à Glières. Et pas le contraire. Alors, premier écart sur lequel je reviens, parce que je sors de la lecture de votre bouquin. En plus de ça, il y avait déjà eu des premiers parachutages auparavant Oui. qui avaient été des échecs. Oui. Et les Anglais refusaient, on va dire, de donner des armes aux Allemands. Du coup, ils n'avaient pas envie de parachuter des armes pour que ce soit les Allemands qui les récupèrent. Et autre élément, c'est que la résistance de l'armée secrète en Haute-Savoie fait-elle confiance aux Anglais ou essaye-t-elle de rechercher de l'argent des Américains? En Suisse, notamment, Valette d'Ozia, il a eu plusieurs. Et donc là, il y avait aussi, on va dire, une crainte, vous me dites si je me trompe, mais d'armer une résistance qui n'était pas favorable à Churchill et à De Gaulle, finalement. Alors, on rentre dans des choses compliquées. C'est que la Non, résistance. mais c'est complexe, l'histoire. C'est Alors, complexe. autant qu'il le La soit, résistance, c'est quand même un sacré foutu panier de crabes, parce que vous avez plusieurs tendances. Alors, M. Garnier m'a dit n'insistez pas là-dessus, parce que c'est effectivement très compliqué. Vous avez des tendances girodistes, très militaires, militaro-militariennes. Vous avez des tendances gaullistes, beaucoup plus tournées vers les opinions diverses et variées. Parce que c'est un peu comme le macronisme, le gaullisme. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas bien à définir à l'époque. Et puis, vous avez les communistes. Et donc, c'est un sacré sac d'embrouille. Et les résistants, il ne faut pas oublier non plus, ils sont peut-être adversaires les uns vis-à-vis des autres. Ils ne se font pas de cadeaux. Ils se tirent même dessus. Moi, je suis en train de terminer un bouquin où je montre qu'un capitaine de gendarmerie gaulliste est tué par un résistant girodiste. Pas de cadeaux entre eux. Voilà. Donc, c'est le panier de crabes. Mais qu'est-ce qui vient encore complexifier la chose? C'est quand même cette vision gaullienne, je vous l'ai dit, d'une France en résistance, de gens qui se battent pour leur liberté. Et vous avez un agent gaulliste qui est présent en Haute-Savoie, qui va œuvrer dans ce sens-là. Il s'appelle Jean Rosenthal, dit cantinier, qui va être en quelque sorte l'ordonnateur de ce que va être Glières. Tom Morel, vous l'avez appris, il est décédé bêtement, tué par un officier français, donc j'ai découvert comment ça s'était passé. Je fais vite parce que l'heure avance en plus. Donc je vous disais, les forces françaises de Vichy sont autour du plateau. Vous en avez quelques-uns parmi eux, parmi ces forces de l'ordre, qui sont favorables au régime, etc. Bon, à un moment donné, un détachement de ces forces de l'ordre font prisonnier quelqu'un qui était indispensable à l'organisation sur le plateau de Glières. Il faut prisonnier donc quelqu'un qui allait chercher des médicaments. Tom Morel, informé de cela, décide d'attaquer un des détachements des forces de l'ordre à Entremont. L'attaque a lieu donc dans la nuit du 9 au 10 mars 1944. Les forces de l'ordre sont un petit peu sur le qui-vive parce qu'elles sentent bien que l'arrestation de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui aurait dû se faire, mais enfin ça a eu lieu. Voilà. Ils s'attendent à une attaque. 150 hommes débarquent d'Entremont, ils prennent d'assaut l'hôtel où sont logés les GMR, le groupe mobile de réserve, les ancêtres des CRS, et leur commandant, Lefebvre, est fait prisonnier. Alors, le commandant Lefebvre, c'est un homme gigantesque, des épaules comme ça, il est ceinturé par deux maquisards, et Tom Morel lui dit mon commandant, vous êtes mon prisonnier. Et lui, Lefebvre dit moi, capitaine Lefebvre, commandant de police, il est hors de question que je sois fait prisonnier. Il se tortille, il se débat, il arrive à éjecter les deux personnes qui le ceinturent. Il avait caché dans ses leggings, donc les leggings c'est une bande mollière autour du mollet, saisit un pistolet qu'il avait caché, tire et tue Tom Morel. Tom Morel est mort bêtement, non pas traîtreusement, il est mort bêtement parce que les résistants avaient mal fouillé ce commandant. Tom Morel mort, il est remplacé par le capitaine Anjou. Anjou est un officier très fin qui comprend justement la situation. Il monte le 18 mars 1944 à Glières et il comprend que la situation est quasiment désespérée, que les 450 gamins avec des pétoires entre leurs mains n'arriveront jamais à attaquer les Allemands. Les Allemands continuent leurs préparatifs. Anjou a l'idée de redescendre, de quitter le plateau. Sauf que ce Jean Rosenthal lui tend un télégramme qui prétend... Non, il n'existe pas le document, justement. Jean Rosenthal tend un document, un papier griffonné de sa main, dans lequel il dit « Vous devez rester sur le plateau,
vous allez recevoir un bataillon de Canadiens et vous allez être fournis abondamment en hommes et en vivres, tenez bon. Ok. Sauf que l'historien que je suis, ce document, il ne l'a pas retrouvé. Il n'y a aucune raison que je ne le retrouve pas, puisque j'ai retrouvé la totalité des télégrammes, ils sont numérotés. Vous voyez, vous avez voilà, 45, 46, etc. J'ai retrouvé tous les télégrammes qui s'échangeaient entre Londres et la Haute-Savoie, et à aucun moment ne figure un télégramme provenant de Londres disant que, justement, les hommes de Glières allaient recevoir des armes par la voie des airs. Enfin, encore plus d'armes et des soldats. En réalité, Rosenthal voulait qu'il y ait de la casse, voulait qu'il y ait des victimes, il voulait prouver que, justement, le thème gaulien d'une France en résistance, voulait prouver qu'il y avait des hommes qui étaient en mesure de tenir le drapeau français et de le tenir jusqu'au sacrifice de leur vie. Voilà. A lieu donc, maintenant, je reviens sur le 26, cette attaque, qui est en fait, non pas une bataille, mais qui est une attaque allemande dans le cadre, alors excusez-moi d'être très militaire, d'une reconnaissance offensive. C'est-à-dire que quand on se dit un bataillon va attaquer, un certain nombre d'entre vous vont déjà faire de la montagne, hein, donc vous voyez bien la largeur des sentiers. Comment voulez-vous que 900 bonhommes puissent attaquer sur un sentier large comme ça? Donc quand le premier est arrivé au sommet, le dernier était encore en train d'essayer de partir en bas. Donc en fait, c'est pas comme ça que se fait l'attaque. Une attaque, elle se fait au travers de détachements plus ou moins importants, tout autour d'une portion de périmètre, et ils convergent vers un point donné. Le 26 mars, un de ces détachements, une section, à peu près 30 à 50 hommes, font une reconnaissance offensive. Ils partent depuis Entremont et rejoignent le lieu-dit de Montiévray. Ils arrivent sur un avant-poste du maquis, un chalet, où il y avait peut-être une vingtaine de maquisards. Ils voient 3 hommes sur un avant-poste, ils tirent, ils en tuent un, et ils en blessent gravement 2. Les hommes qui sont à cet endroit, à Montiévray, se sentant complètement débordés, rejoignent le centre du plateau et disent à Angeau, au capitaine Angeau, voilà ce qui nous est arrivé. Angeau dit, donc là on a plusieurs témoignages qui disent, l'honneur est sauf, maintenant on peut partir. Et en fait, le 26 mars à 22h, l'ordre d'évacuer le plateau est donné par le capitaine Angeau. Ce qui fait que le 27 au matin, à la jumelle, ce qui est mis dans le document que je vous ai montré préalablement, les Allemands découvrent que sur les flancs du plateau de Glières, ça grouille. Ça grouille d'hommes, de maquisards, qui essayent de descendre du plateau, de foutre le camp. Et c'est là que, à midi, les Allemands décident de passer à l'attaque. Donc vous voyez maintenant le décalage, vous avez l'explication du décalage entre cette fameuse bataille du 26 mars, grossie, magnifiée, et la réalité de ce qu'on peut reconstituer. Alors, vous avez, donc là je vous ai donné, alors les Allemands, quand ils ont fait leur coup, ils ont tué un Allemand, un maquisard, blessé 2 autres, ils reviennent dans leur cantonnement. Ils peuvent dire à leurs supérieurs, eh ben, à telle altitude, à tel endroit, nous avons comptabilisé 2 chalets avec vraisemblablement 30 hommes. Autant d'informations qui serviront dans le cadre de l'attaque qui était prévue, non pas le 26, mais qui a été prévue le 28. L'attaque allemande était prévue le 28. Et en fait, elle a été avancée d'une journée, le 27, parce que justement, ils voyaient que ça quittait le plateau de tous les côtés. Voilà. Alors, je finis. Alors, en venant-en du coup au crime de guerre. Alors justement, qui tue ces 100 hommes? Alors justement, je continue dans mon récit. Alors, Jean Rosenthal, avant de cette attaque allemande, l'attaque qui a lieu le 27, les Allemands montent sur le plateau de Glières et ils ne trouvent personne. Ils trouvent des retardataires, ils retrouvent des gens qui n'ont pas reçu l'ordre de quitter le plateau, mais ils tombent dans le vide. Donc on peut se dire, mais alors, les 105 morts, c'est quoi? Et c'est là où justement, les choses se passent absolument pas de la manière dont c'est raconté à Glières. Il se trouve que tous ces gens qui redescendaient, eh bien, ils sont arrêtés.
Ils sont arrêtés par les Allemands, arrêtés également par des miliciens. Ceux qui sont arrêtés par les Allemands, beaucoup d'entre eux, vont être simplement battus, alignés devant un talus et mitraillés. Donc en fait, ils ne sont pas morts au combat. Ils sont morts, ça s'appelle ainsi, un crime de guerre. Ils avaient reçu la consigne de justement quitter le plateau en laissant leurs armes sur le plateau pour ne pas se faire assimiler à des francs-tireurs. Alors c'est les lois de la guerre. Tout homme qui n'a pas de signe distinctif porteur d'une arme peut être assimilé à un franc-tireur et être exécuté. Donc les hommes de Glières se sont fait arrêter sans armes, donc ils étaient plus que des proies faciles, donc alignés contre un mur et fusillés. Et c'est là où je viens donc dire qu'ils ne sont pas morts en combattant, mais ils sont morts assassinés. Donc en fait je viens changer la nature de ce qui s'est passé à Glières, qui n'est pas une bataille, mais un crime de guerre, le plus grand qu'ait commis d'ailleurs la Haute-Savoie. Alors, la plupart de ces hommes d'ailleurs redescendaient du côté de Thônes, d'où l'implantation du cimetière à Morette, un endroit où justement, enfin un endroit où il n'y a pratiquement jamais le soleil, donc où on pouvait mettre un cimetière sans qu'il y ait de contraintes liées à l'agriculture ou autre. Voilà. Alors sur les 105 qui sont enterrés à Glières, à Morette, pardon, en fait peut-être 80% d'entre eux sont effectivement des hommes qui ont été tués dans le cadre des événements de Glières. Vous en avez une vingtaine qui n'étaient absolument pas à Glières. Vous en avez même qui sont morts en août 1944, dans le bombardement de Thônes, qui sont enterrés là. Donc on a mis les hommes tués dans le bombardement à Morette, mais pas les femmes. Les femmes sont enterrées au cimetière de Thônes. Parce que justement, dans l'idée d'une armée, de combattants et autres, la femme n'a pas sa place. On la met dans un cimetière pour civils. Voilà. Donc je viens justement requalifier cette tragédie. Là, au moins tous d'accord pour dire que c'est une tragédie. Mais il s'agit d'un crime de guerre et non pas de gens morts au combat. Voilà. Alors, les élèves, est-ce qu'il y a des questions sur le point 2 sur, du coup, moi j'en ai un bien sûr, mais l'écart entre le discours existentialiste et les faits relevés. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Bon, moi j'ai une question sur les bombardements. Donc, dans le film qu'on a vu au Glières, on voit une aviation allemande qui bombarde des chalets, qui les détruit, etc. Alors, moi, je suis arrivé en Haute-Savoie il y a 4 ans, donc je ne connaissais rien au Glières. Je connaissais par contre relativement bien le Vercors, donc qui décollait de Chabeuil. Et c'était déjà toute une affaire vers la fin de la guerre 44, c'était déjà toute une affaire, parce que disons que l'aviation allemande n'avait plus la domination du ciel, quoi, à ce moment-là. Alors, comment ils faisaient les Allemands pour y arriver encore en mars 44 à bombarder Glières? Alors ils avaient des vieux avions qui partaient de Dijon, c'était donc les fameux Stuka. C'était des avions qui avaient déjà pas mal de campagnes dans les pattes, enfin dans les ailes plutôt, et qui étaient hors d'âge. Ils bombardaient les chalets, mais c'était une tâche qui était rendue extrêmement compliquée parce que les chalets ils étaient encore couverts de neige. Donc un peu de peine. Et d'ailleurs, les bombardements par l'aviation allemande ont occasionné relativement peu de dégâts. Il y a peut-être un ou deux chalets détruits, mais il n'y a pas de mort. Les avions allemands à Glières ne tuent pratiquement, je crois qu'il y a un mort, mais ils tuent très peu d'effectifs maquisards sur le plateau. Voilà. Ok, donc c'est parce que moi Alors c'est pas le Vercors, attention, le Vercors ça castagnait autrement plus que Glières. Ok, des questions sur les faits. Alors moi j'ai une question sur l'archive, donc on en revient au fait sur la première archive que vous avez trouvée. Donc est-ce que l'oubli est volontaire du 26 là? L'oubli du 26, est-ce qu'il est volontaire de la part de la personne qui vous a transmis l'archive? Non. J'ai trouvé qu'il était le traducteur. Le traducteur est un. Alors c'est quelqu'un, c'est curieux. Il travaillait à Annecy. Il s'appelle Monsieur Garnier. Donc, possiblement c'est très répandu. Il était capitaine de l'armée en Meurthe-et-Moselle. Et il traduisait. Lui, son seul rôle, c'était de traduire. Mais justement, le but d'un officier traducteur à la Libération, donc il servait d'agent de liaison entre les Allemands et les Français pendant l'occupation allemande, il faisait son boulot de traducteur simplement. À la Libération, c'est tout à fait autre chose. Il fait le boulot de traducteur, mais les traductions ont un objectif. C'est de déterminer un certain nombre d'actes, de retrouver des coupables. Le but, c'est d'alimenter les procès, les tribunaux de la Libération, pour juger ceux qui sont les auteurs d'un certain nombre de crimes de guerre. Simplement, ce document n'a pas été exploité, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive. L'épuration, de toute façon, les Allemands, donc là, dans le cas présent, il aurait fallu qu'ils soient jugés, il fallait qu'ils soient retrouvés,
Et là, on n'a pas de nom d'officier, on n'a rien du tout. Et donc, c'est un document qui a dormi pendant une quarantaine d'années dans les archives sans que personne ne l'exploite. Ok, parfaitement. Pas de questions sur le point 2. Ok, donc on passe au dernier point de l'exposé, donc les glières, ou glières, donc c'est vrai mieux singulier, parce que vous dites glières en singulier, non glières au pluriel. J'ai déjà expliqué aux élèves pourquoi. Utilisés par des groupes politiques et des institutions, donc expliquez-nous du coup. Alors, on a déjà beaucoup dit, mais. oui, alors ce qui se passe sur. Donc immédiatement, on va peut-être. J'avais des documents montrés, on va peut-être les utiliser. Dans les télégrammes, là, justement. Alors, le dernier télégramme, le deuxième télégramme, c'est celui-là. Voilà, C'est celui-là. celui-là. Donc vous avez des télégrammes allemands par ce fameux Jean Rosenthal. Alors tout de suite, vous avez une saisie par les médias français, anglais de cette affaire de Glières. Le 29 mars 1944, Philippe Henriot, qui est le secrétaire général à l'information, qui est un milicien, il est à Torrent. Il fait une audition pour dire que les maquisards ne se sont pas battus, qu'en fait c'était plutôt des lâches. Jean Rosenthal entend ce qu'a dit Henriot sur les ondes de Radio Paris et il envoie des télégrammes à Londres pour contredire ce qu'a dit Henriot. Et donc il dit 2 bataillons engagés sur Glières venaient en effet de Russie. L'un de leurs commandants a dit que nos hommes s'étaient très bien battus et que le ministre était de la racaille, etc. Donc vous avez une propagande d'un côté à laquelle répond une contre-propagande alimentée par Jean Rosenthal. Ce que Jean Rosenthal dit de ce qu'il y avait à Glières est faux. Pour une raison très simple, c'est que Jean Rosenthal n'est pas à Glières, il n'est pas sur les pourtours du plateau, il est à Genève. Donc en fait, il ne fait que répondre avec un tout petit peu d'arguments vrais. Il y a une attaque allemande, elle a eu lieu, il y a des victimes, mais il grossit considérablement les faits. Donc il parle à un moment donné dans un autre télégramme, si vous aviez 12 000 boches, excusez-moi, c'est bien celui-là. Voilà, 12 000 boches pour déloger 500 réfractaires. Donc là, c'est quelque chose que vous avez entendu, que vous avez lu, etc. Hein, en allant sur le plateau, c'est ça qui vous est resté. En fait, voilà l'origine de cela. Mais en réalité, s'il y avait effectivement une division allemande présente en Haute-Savoie, ce n'était pas toute la division, mais même s'il y avait son commandant et autres, il y avait peut-être 8000 hommes, c'est possible, mais qui est passé à l'attaque, c'est une section de 30 à 50 bonhommes, qui fait le coup de feu, qui tire, tue un maquisard et en blesse 2 autres. Donc si vous voulez, vous avez une espèce de dégrossissement, mais fantastique de cette affaire de Glières par cette personne. Arrive le moment de la libération. Donc, on reste dans l'idée, puisque les médias en ont beaucoup parlé, on reste dans l'idée d'un événement absolument considérable. Et d'ailleurs, les premiers ouvrages qui vont être rédigés sur Glières confortent cette idée d'une bataille. Vous avez la première publication qui paraît en novembre 1944, c'est très tôt après la libération, novembre 1944, le drame héroïque du bateau des Glières. Qu'est-ce qu'on vous met en couverture? Donc là, c'est au-delà de cette affaire des Glières, c'est pour vous, jeunes gens, c'est aussi une école, enfin j'entends ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous avez une information qui vous arrive, il faut savoir la décrypter, être un petit peu critique. Dans le cas présent, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre des chars d'assaut. Est-ce que vous imaginez que des chars d'assaut sont montés à Glières, des pentes comme ça? Ben non. Donc vous avez, voilà, une vision qu'on a de Glières. Un autre ouvrage, par une année après, qui est pratiquement similaire, vous montre de nouveau des chars d'assaut, des bunkers, un combat pratiquement au corps à corps. C'est ça l'idée qui, justement, est en train de se faire jour dans l'esprit des Français, c'est que Glières a été un combat effectivement prodigieux avec des moyens colossaux mis en place. Parce que justement on aura eu l'idée de quelque chose de colossal, eh bien les hommes politiques d'envergure viennent à Glières. Un des tout premiers à venir, c'est effectivement le général de Gaulle en novembre 1944. Alors après, tout le monde se rapproche un petit peu aux branches. Je dis, si De Gaulle vient en se disant il s'est passé des choses importantes à Glières, et après l'association de Glières dit si De Gaulle vient, c'est qu'il s'est passé effectivement des choses importantes. Et tous les hommes politiques, enfin beaucoup d'hommes politiques de la Ve République vont venir à Glières. Vous avez donc De Gaulle qui est venu en 1944, il est venu également en tant que chef d'État en 1960, il est venu en 1948 mais il n'avait plus de fonction officielle.
Vous avez le président du secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, qui vient en 1945. Vous avez le président Auriol qui vient en 1947. Et après, vous avez une période de basse eaux, où vous avez plus grand monde qui débarque réellement à Glières. Alors, ils viennent à Glières, ils viennent à Morette. au début. Ils viennent à Morette, d'abord, ils viennent à Morette. Ça, c'est Le lieu intéressant important, à c'est dire. Morette. Hein. Ils viennent à Morette. Donc, le premier président après De Gaulle en 60, c'est Mitterrand, en 1994, qui vient pour le 50e anniversaire, et j'étais présent. Et j'étais à côté du président Mitterrand, comme je suis là de M. Garnier. Enfin, voilà, bon. Et C'est la vidéo que vous avez vue là, sur Mitterrand. Vous avez Voilà. envoyé, il était très très vieux d'ailleurs, Mitterrand. oui, mais il est grand malade. Il mourra 2 ans après. Et vous avez également, alors donc Mitterrand, après, Chirac ne vient pas, Hollande ne vient pas, et vous avez Sarkozy. Sarkozy, bien sûr. Vous avez Sarkozy qui vient 5 fois. Pourquoi Sarkozy vient? Parce que vous avez le président de l'Assemblée nationale alors, qui s'appelle Bernard Accoyer, maire d'Annecy-le-Vieux, qui arrive à convaincre Sarkozy en lui disant mais il faut venir en Haute-Savoie, il y a Glières. Et Sarkozy, qui est un quart savoyard, je crois qu'il a une grand-mère savoyarde, tout comme ça, c'est la seule filiation qui le relie à la France, c'est une grand-mère savoyarde. Il s'attache à ce lieu. En plus, la Haute-Savoie, c'est facile, c'est un département qui saute à droite. Donc, il vient 5 fois à Glières. Hollande ne vient pas, et on dit, alors ça, pour l'anecdote, on dirait que c'est à cause de moi, à cause de mon bouquin, qui a fait une polémique. Dans le journal Marianne, si vous tapez Claude Barbier et Marianne Hollande, c'est écrit que si Hollande ne vient pas en Haute-Savoie, c'est à cause de mon bouquin. Bon, beaucoup d'honneur qu'on me fait. Vous avez Macron, qui est venu il y a 2 ans. Voilà un petit peu. Donc, il y avait un intérêt politique à cette venue d'hommes prestigieux. Mais celui qui rehausse ce mythe de Glières, c'est un mythe, c'est André Malraux, qui vient en 73, le 2 septembre 73, pour inaugurer le monument de Giglioli. Hein, voilà. Donc, Malraux, alors là, il a un discours dithyrambique sur Glières. Alors, Malraux, c'est un très bon auteur, mais c'est un opiomane, c'est un mythomane. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Le problème, c'est qu'en Haute-Savoie, de nouveau, comme on avait eu en 1944 De Gaulle qui vient, donc si De Gaulle vient, c'est que c'est important, Malraux, c'est le même phénomène en 1973. Si Malraux vient, c'est que justement c'était important. Et vous avez une espèce alors là de montée aux extrêmes dans le mythe de Glières en Haute-Savoie. On en fait tant et plus. Le conseil départemental va investir considérablement. Vous avez pu voir ce centre de documentation, enfin ce centre d'interprétation de Glières. Vous avez maintenant toute une propagande touristique en Haute-Savoie. Glières en est une forte composante. Si vous allez sur Facebook dernièrement, donc la députée Virginie Duby-Muller s'exprimait pour dire la Haute-Savoie, ce département où Glières, etc. Et elle reprend les mots de Malraux. Ne disait-on pas sur les ondes de Radio Londres que 3 pays résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie et la Haute-Savoie? Ça, Malraux l'a dit. Mais en réalité, quand vous analysez ce que j'ai fait, les émissions de Radio Londres, jamais il parle de Grèce, jamais il parle de Yougoslavie, et il parle 1 ou 2 fois de Haute-Savoie. Donc voilà, on a du Malraux, et maintenant ce qu'a dit Malraux, qui ne s'appuie sur rien, si ce n'est son imagination, est devenu quelque chose maintenant de quasiment mais officiel. Si Malraux l'a dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous avez également toute une littérature, donc je vous ai montré ces 2 premiers bouquins, mais on a un autre qui vous montre, voilà, donc Glières, c'est un livre qui a été fait, alors dans l'idée d'une comment on appelle ça, pour passer à la télévision, Émission, d'un film, d'une adaptation. Donc d'une adaptation pour la télévision de ce qui s'est passé à Glières. Alors vous voyez une espèce d'agent secret qui est la lampe sur les yeux avec un nazi, voilà. Vous avez ce livre de François Musard, ou alors là, paru en 1965, dans la même idée, c'est que tout d'un coup son récit soit porté à l'écran. Donc c'est peut-être la moins fausse des illustrations possibles. 2 hommes allongés avec des armes à feu, un qui se fait tirer. En fait, ça pourrait correspondre plus ou moins à ce qui s'est passé à Glières, mais en 2 séquences. Les Allemands qui tuent un maquisard, les maquisards qui répliquent 5 minutes après. Bon, c'est peut-être la moins fausse, mais par contre son récit, c'est du n'importe quoi. C'est pas une division allemande, ce sont 2 divisions allemandes et des SS qui égorgeaient, tant et plus. Mais
le délire, il faut employer ce mot, il y a eu un véritable délire autour de cette affaire de Glières. Alors aujourd'hui, on se rend compte, finalement, que ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, qu'il n'y a pas eu une bataille de telle importance. Parce que donc les hommes de Glières, enfin ceux qui ont écrit sur Glières, disent quand même en 44, hein, alors j'ai retrouvé en 44, page 44, voilà. Comme nous n'avons aucun moyen de connaître exactement les pertes allemandes, je ne donnerai aucun des chiffres qui ont circulé, les chiffres de Rosenthal. Par contre, il me semble seulement qu'étant donné les conditions de l'attaque allemande, l'efficacité de la défense en montagne et les indices que nous avons pu recueillir, le chiffre de 300 Allemands hors de combat me paraît vraisemblable. Quelles ont été les pertes allemandes à Glières? Moi, j'ai retrouvé les statistiques allemandes. Il y a un mort et vraisemblablement dans un accident de montagne. Les maquisards n'ont tué aucun Allemand à Glières le 26 mars 1944. Alors, si vous voulez, petit à petit, mine de rien, et mon bouquin il y a un tout petit peu pour quelque chose, l'affaire se dégonfle, mais très 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 lentement. Et je vais vous montrer un petit peu l'exemple, également les triturations, les choses, mais vraiment intellectuellement malhonnêtes qui se pratiquent, et dont je fais de certaine manière un peu les frais. Donc je vous disais, cet ouvrage est paru en 1946, donc Glières, Haute-Savoie, 31 janvier, 26 mars 44, première bataille de la résistance. Donc il y a une espèce de montée autour de cette journée du... comment on appelle ça, l'acmé d'une action, ou plutôt dans un film, le moment... Non, le moment d'un film où il y a... L'apogée. Le climax. C'est ça, voilà, le climax autour de cette journée du 26 mars. Voilà. Alors en fait, dans cet ouvrage de 46, il a été réédité, il a changé de titre. Vivre libre ou mourir, plateau des Glières, etc. Donc on n'est plus déjà sur la première bataille. Alors cet ouvrage se veut une réédition de l'ouvrage 46. Alors on retrouve à l'intérieur la couverture. Et ces éditeurs disent « Ah mais cet ouvrage, c'est la réédition parfaite de l'ouvrage paru en 1946. » Alors moi-même qui suis historien, un peu vicieux, je vais voir à la page 44 ce qui se dit de la fameuse bataille. Et en fait, vous voyez la page 44, là. La note de bas de page n'y a plus. Voilà. Là, il y a un blanc. C'est la réédition soi-disant parfaite, à l'identique. Hein. Et voilà l'original, avec la note de bas de page. La note de bas de page a été supprimée. Alors que ça se veut une réédition parfaite. Hein. Ben voilà. C'est comme ça que ça marche en Haute-Savoie. C'est que gentiment, cette affaire de Glières, oui, elle va être amenée progressivement, lentement, à se dégonfler. C'est-à-dire que l'histoire, à un moment donné, finit toujours par passer. Pourquoi? Parce que les témoins de l'époque sont disparus, sont morts. Maintenant, les rescapés de Glières, s'il y en a, ils ont autour de 100 ans. Nés entre 1920 et 1924, vous voyez, hein, ils ont, pour les plus jeunes, ils ont 97 ans, choses comme ça, quoi, voilà. Thierry, c'est son père, hein, par exemple. Parce qu'ils ont vu M. Laurent et bon, mon père était résistant. Pas au Glières. Mais... Ah ouais, voilà. Son nom m'aurait dit quelque chose, mais bon, voilà. Donc, pour vous dire également ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'historien, j'ai rencontré un grand nombre de témoins, un grand nombre de rescapés de Glières. À votre grande surprise, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec eux. Parce qu'ils ont compris que je comprenais ce qui s'était passé à Glières. Et en fait, ils ne se satisfaisaient pas eux-mêmes de cette espèce de captation de leur histoire au profit d'associations patriotiques et au profit du monde politique. Et moi, je peux vous dire qu'il y avait même une certaine colère chez les anciens de Glières, qui sont des gens très simples. La plupart avaient arrêté l'école à 14 ans, ils avaient leur certificat d'études primaires, ou ils ne l'avaient pas, peu importe. C'était des ouvriers pour l'essentiel, des gens simples. Mais ils ne supportaient pas qu'on vienne leur dire ce qu'eux, ils avaient vécu. Et donc, ils avaient une association qui les défendait, mais qui en même temps les truandait sur le récit que cette association colportait sur leurs faits et gestes. Voilà un petit peu donc cette affaire de Glières. On va arriver au bout de l'intervention. Les élèves, est-ce que vous avez des questions sur cette, on va dire cette, comment je vais intituler ça, sur l'utilisation des Glières par des groupes politiques et des institutions? Est-ce que vous avez des questions?
Alors, Yvon. Juste, j'ai pas compris le rôle de Malraux. Malraux, c'est un... il vient agir comme un barde, un poète. Il faudrait lui expliquer ce que c'est peut-être Malraux. Non, Malraux, c'est le ministre de la Culture générale de Gaulle, qui a fait l'intronisation au Panthéon de Jean Moulin, qui fait les grands discours, et qui va être le héros, AULT à la fin, héros, pas le héros sans prouesse, le héros de la France résistante et du mythe de la France résistante, et il va aller au Mont Valérien, dans tous les grands lieux de la France résistante, pour proclamer que toute la France, c'était la résistance, quoi. Et là, il vient à Glières, c'est, si tu veux, un événement d'autant que De Gaulle est mort, Malraux, non, pas encore, mais je l'ai fait des choses. Et alors, par ailleurs, Malraux, je reviens pour l'aspect écrivain, opiumane, etc., parce que donc, Malraux est un écrivain qui a écrit un grand livre sur la condition humaine, qui se passe en Chine, dans la lutte entre Chiang Kai-shek et Mao, et dans cet livre, il est fait référence c'est à ça que vous faisiez référence, par l'opium, non, parce que lui-même consommait de l'opium. Malraux, oui. Malraux, oui. Du coup, voilà, c'est un très grand écrivain français, Malraux, qui part sur la fin de sa carrière était ministre. Voilà. C'est un chantre, c'est un conteur, voilà. Et alors, si vous avez l'occasion, hein, vous tapez, vous allez sur YouTube, et puis vous regardez Jean Moulin, Panthéon. Et là, vous avez un discours, mais ça vous glace, ça vous prend. C'est génial, quoi. C'est un très grand roman. Voilà. Alors moi, je l'ai écouté la première fois, j'ai encore les larmes aux yeux, ça m'a pris les chines, ça m'a pris comme ça. C'est un discours, mais fabuleux. Entre ici, Jean Moulin, avec Voilà. ton cortège, d'Amson. Bon, c'est comme ça. Mais, alors, les gens de Glières, quand ils ont vu le génie de Malraux, pour truander les faits, pour les raconter à sa sauce, se sont dit, il nous faut cet homme-là. Et donc, justement, Malraux vient à Moret, fait un discours prodigieux, où là, il raconte, franchement, mais n'importe quoi. C'est délirant. C'est magnifique, mais c'est délirant. Voilà. D'autres questions, Lola? Dans tout ce que vous avez dit, on voit bien que l'histoire, elle contredit sur plusieurs points la mémoire. Mais je pense pas qu'on puisse la qualifier comme fausse non plus. Donc vous, en tant qu'historien, est-ce que vous pouvez donner une seule version à l'histoire, donc à ce qui s'est passé, ou est-ce que vous êtes obligé de garder les différents points de vue, etc. Alors, j'analyse les points de vue, mais j'essaye de voir sur quelle base ils sont construits, à quel moment ils apparaissent. Voilà. Donc, et puis moi, je ne vous dis pas que j'ai raison, c'est ça. Je ne viens pas vous dire j'ai raison parce que, je vous dis voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas venu avec ma thèse, donc vous voyez, c'est un gros machin, ça fait 1000 pages, et vous avez des notes partout. Parce que tout ce que je dis, je dirais, l'histoire, ça ne sert à rien dans l'absolu. Mais je dirais, c'est comment dire, un historien qui fait un travail honnête, sa fierté, son honneur, en quelque sorte, c'est de dire, de citer. Ce que je dis, je l'ai trouvé à tel endroit. Et donc, tout ce que j'ai pu utiliser, donc les documents allemands, sa traduction en français, je mets alors les cotes. AN pour Archives nationales, tel numéro. Ou alors CHAT, Service historique d'armée de terre, tel numéro. Tout est référencé. Ce qui veut dire que celui qui veut venir derrière moi, pour me contredire, eh bien, il pourra voir où c'est que j'ai pris les éléments. Et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, ou peut-être même demain, un autre historien va venir derrière moi et va dire « Barbier s'est trompé parce que si, parce que là ». Parce que le problème que je vis aussi, c'est une part un peu plus personnelle, j'en prends plein la figure, je suis persona non grata dans toute une série d'instances, conseil départemental et autres. Mon livre n'est pas en vente à Moret, entre parenthèses. Hein. Oui, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais expliquer aussi pourquoi vous êtes là, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. C'est qu'au début, moi, j'avais eu connaissance de ce livre-là, que j'avais lu, et j'en ai parlé à M. Laurent. Et là, quand j'ai vu la réaction, la surréaction de M. Laurent, et en général, quand il y a une surréaction comme ça, c'est que le livre soulève des vérités qui dérangent. C'est pour ça que j'ai contacté directement par mail M. Barbier, et en contact par le secrétaire du Stéléo. Et oui, donc oui, vous dérangez. mais bien sûr, je Mais dérange. quelque part, si on dérange, c'est qu'on dit des choses aussi. Voilà. Il n'y a pas toute la vérité, mais une part de vérité qui ne peut pas être entendue. Mais peut-être que l'un d'entre vous, tout d'un coup intéressé par cette affaire, voilà, peut revenir derrière. Et puis il y aura peut-être eu d'autres archives qui n'ont pas été, que je n'ai pas consultées parce que je ne savais pas qu'elles existaient. Il y a peut-être tout d'un coup, je ne sais pas quoi, un fonds d'archives à Moscou où le NKVD, peut-être un agent à Glières, j'en sais rien, qui a fait un rapport. Voilà, peut-être, j'en sais rien. Il y a peut-être d'autres archives allemandes qui existent,
mais je ne sais pas où chez des privés. Il y a peut-être plein de choses que je n'ai pas vues. Parce que je vous dis bien, une recherche, c'est un état des lieux à un moment donné. Et l'histoire, de nouveau, c'est un récit humain, avec mes limites. Peut-être qu'il y a Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ok, alors moi j'ai une toute dernière question. Je vous trouve bien optimiste quand vous dites que le mythe des Glières se dégonfle. Quand on voit le barouf que ça a fait entre Duby Muller, Lardet, donc Lardet c'est la députée Oui, d'Annecy, ben c'est ça. et l'association résistante d'hier et d'aujourd'hui, Oui, c'était ça. qui est une association, on va dire, plutôt classée très à gauche, qui est héritière d'un peu de la venue de Stéphane Hessel au plateau, et qui avait projeté d'inviter Assa Traoré. Donc on voit quand même que l'objet Glières est devenu un objet politique dans le spectre politique français, et moi je ne partage pas du tout votre avis, en voyant l'implication que mettent des groupes politiques même nationaux là-dedans, et encore locaux, vu que Virginie Duby-Muller elle a dit ce que vous avez dit, je pense qu'on est encore totalement dans le mythe. Oui, mais simplement, le fait déjà qu'on vienne maquignonner dans un bouquin, on enlève cette mention parce que ça ne colle plus aux travaux de Barbier et d'autres, c'est déjà une indication. Moi j'ai d'autres indications qui vont dans le même sens. Vous avez trouvé un livre, il y a un livre à Morette qui s'appelle 12 ou 20 questions sur Glières. Ok. Celle qui a rédigé, elle est vice-présidente de l'association des Glières. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est malhonnête, mais enfin c'est comme ça, je ne peux rien faire. Elle a utilisé mon bouquin sans citer, donc c'est du plagiat, mais de manière suffisamment intelligente pour que je ne puisse pas protester. Elle n'a pas recopié un paragraphe. C'est sur les Espagnols. Hein, j'ai fait une sociologie des combattants espagnols, qui est un petit peu c'est quelque chose dont on parle très très peu, 55 Espagnols là-bas, à Glières. Bon, alors bien sûr, on dira, il y a des Espagnols, oui, bon, ok, ça fait une demi-page dans le bouquin de 46 pour parler d'une anecdote. C'est tout ce qu'il y a, c'est très très peu. Moi, je développe sur ces Espagnols, je montre beaucoup d'éléments. Que fait cet auteur, entre guillemets? Eh bien, piquer les informations que je suis le seul à avoir cherchées, et elle les met à sa sauce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui aujourd'hui écrivent sur Glières, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent l'histoire qu'ils veulent, mais ils ont à côté mon bouquin pour justement conforter ce qu'ils écrivent. Voilà. Donc, c'est très très malhonnête. Ben, c'est comme ça, mais ça veut dire justement petit à petit, progressivement, les choses vont évoluer. Enfin, en tout cas, moi je l'espère. Mais justement, le fait que d'être utilisé, pillé ainsi, montre que justement, ceux qui écrivent là-dessus vont évoluer. Alors, dans 30 ou 40 ans, le discours évoluant, ils vous diront, hein, pour peu que ces associations vivent encore, vous diront, ah mais on a toujours dit la même chose. Voilà. Et en fait, une espèce de dégonflement, mais comme un pneu qui n'a pas un trou, mais comment on appelle ça, une espèce de porosité. Qui s'effrite. Non, vous avez... enfin, quand le caoutchouc est un petit peu poreux, c'est pas franchement une fuite, mais ça, gentiment, ça perd un petit peu de pression, et voilà. Ben, c'est ça le récit mythique sur Glières. Gentiment, progressivement, il va perdre un petit peu de son contenu. Voilà. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention générale, et après on va se dire au revoir, Django. Juste, vous avez parlé au début des Français qui ont... Plus fort, je suis vieux. Excusez-moi. Vous avez parlé des Français qui, après le débarquement, ont commencé à se lancer dans la résistance. Est-ce qu'on parle de Français qui étaient dans l'attente ou des Français collaborateurs? Alors, l'attentisme, c'est une réalité. La collaboration, je peux vous le dire, j'ai retrouvé un document sur un nazi qui avait sévi en Haute-Savoie. Et il est interrogé en 1946. Et pour lui, l'enjeu, il est le suivant. C'est où il balance tout ce qu'il le sait, et puis il essaye de sauver sa tête, ou alors c'est le mutisme, mais ça, sa tête y passe. Donc dans son intervention, enfin dans son audition devant les policiers, il dit il y avait très peu de collaborateurs. Alors je ne parle pas pour la France, pas pour la Haute-Savoie. Hein. Il dit il y avait très peu de collaborateurs. Oui, il y avait quelques personnes qui étaient payées, stipendiées par le nazi, des aventuriers, mais en réalité il y a très très peu de collaborateurs. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on agit qu'on collabore. Hein. On peut tourner dans le même sens. Les résistants, quand je dis qu'ils sont très peu nombreux, ça ne veut pas dire qu'il y avait une neutralité des Français. Bien sûr qu'ils voulaient que ça passe. Ils n'en pouvaient plus de l'occupation allemande. Mais de là, franchement, s'investir dans la résistance, il y avait un pas. Très peu l'ont fait. Simplement 600 000 hein, pour 40 millions d'habitants. Mais la question de Django, je pense qu'elle portait vraiment plutôt sur la fin de la guerre et sur, en fait, entre guillemets, ceux qui se sont engagés dans la résistance de manière
je pense notamment à François Mitterrand, hein, qui sur la fin de la guerre a fait des actions de résistance qu'il a fortement mises en valeur après dans sa carrière politique. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, c'est ça ta question, non? Comment? Est-ce que c'était ça en fait finalement le but de certains de s'investir dans la résistance? C'était pour en tirer profit derrière? Non. C'était plutôt, vous avez répondu justement à ma question, est-ce que dans la population on avait des gens qui retournaient leur veste, des gens juste qui attendaient? Très très peu. En réalité, il y a très peu de gens qui ont retourné leur veste. Mais il faut voir aussi une chose, c'est que il faut reprendre les années 30. Il y a une véritable, c'est comparable aujourd'hui, hein, il y a une véritable crise politique, une crise institutionnelle en France. Et en fait, 1940, certains, notamment l'extrême droite, parlent, donc Maurras a une phrase, c'est le miracle, je cherche le nom. Ah, je peux vous aider, je ne suis pas spécialiste de chambre. Oh là là là. Oui, enfin, il parle de miracle. Donc la défaite de la Troisième République amène un nouveau régime et amène Pétain au pouvoir. Donc il y a une attente de certains milieux de pouvoir prendre le pouvoir. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'en fait ils ont les Allemands dans le dos et que la légitimité du régime de Vichy, elle n'est due qu'à la force et au pouvoir de l'armée allemande. Mais néanmoins, le régime de Vichy suscite des attentes phénoménales. Le maréchal de Pétain est un homme aimé, attendu, apprécié. Il vient en Haute-Savoie le 22 septembre 1941. Jamais depuis il n'y aura eu autant de personnes pour assister à la venue d'un homme politique. Hein? Mais le régime de Vichy ne fait que décevoir. Il y a les mesures raciales, il n'y a rien à bouffer, il n'y a pas de travail, et s'il y a du travail, c'est en Allemagne. Donc, il faut voir, donc, il y a une déception énorme à l'endroit du régime de Vichy, et la déception nourrit le mouvement opposé, qui est celui de la résistance. Mais justement, bon, c'est dans mes travaux actuels, il faut bien faire la part des choses aussi entre ce mot de résistance et ce mot d'opposition. On met toujours en avant le mot de résistance. On oublie un mot qui est celui d'opposition, qui renvoie au registre, au vocabulaire du monde politique. Et à partir de 1942, il y a une véritable opposition au régime de Vichy, qui ne se transforme pas tout le temps en résistance, c'est-à-dire de prise des armes ou de tout autre moyen qui vont à l'encontre de ce que veut faire le gouvernement. Ok, ben, s'il y a d'autres questions, on les prend. Sinon, il en est terminé. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Merci beaucoup de vous être déplacés. Donc, si ça intéresse certains, vous pouvez acheter le bouquin Mathilde Aiguillère. C'est très lisible pour un élève de votre âge. Si, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait, il a été écrit, c'est toujours mon mantra. Rendre accessibles les choses, donc être clair. C'était ce que d'ailleurs avait écrit mon professeur de philosophie en terminale. J'avais vu une fois un cahier, il mettait une appréciation sur mon travail et il mettait clair. Je ne sais pas si c'était une qualité ou un inconvénient, mais voilà, être compris par tout le monde. Alors, une petite chose aussi, ce que j'ai fait sur Glière, en fin de compte, vous pouvez l'appliquer vous-même tous les jours par rapport aux masses d'informations, à commencer par ce que vous avez sur vos tablettes et autres. Gardez, ça c'est le vieux con qui parle, gardez un esprit critique sur tout ce que qui vous est jeté aux yeux. Voilà. Et donc voilà, c'est la fin de la séquence. Vous savez donc tout sur Glière, bataille ou pas bataille, les points de vue, l'histoire, la mémoire. Donc vous avez eu beaucoup d'informations. Et je remercierai donc tous les intervenants, donc Monsieur Laurent, Monsieur Barbier, également là-haut. Maintenant, à vous de vous faire votre avis sur cette histoire de Glière. Vous avez tous les travaux pour vous renseigner. Et donc, je vous laisse plein de connaissances, mais surtout plein de méthodes pour savoir comment on étudie en histoire un sujet. Et ben voilà, à bientôt, chers téléspectateurs, mais surtout, bon vent à mes élèves de terminale que j'ai accompagnés dans cette séquence, dans laquelle je pense que j'ai autant appris qu'eux, parce que ça a été beaucoup de travail pour moi aussi. Et donc je souhaite bon vent à mes élèves de terminale, parce que je pense que ça a été pour eux une expérience qui leur servira pour leur enseignement supérieur et pour leur vie en général. Voilà, merci. Car j'aime à respirer l'air pur de ton odeur.